Ma mère a crié, tu as 24 heures pour prendre tes affaires. Cette maison appartient à ta sœur maintenant. Je n'ai pas discuté, je suis resté silencieux et je me suis préparé. Un jour plus tard, quand ma sœur est entrée. Elle a souhaité ne jamais avoir mis les pieds. Je m'appelle Julie, j'ai 29 ans, et je n'aurais jamais pensé entendre ces mots de la bouche de ma propre mère, tu as 24 heures pour vider tes affaires. Cette maison appartient maintenant à ta sœur. La maison familiale laissée par mes grands-parents représentait tout pour moi. 5 ans de souvenirs, de rénovation et d'amour investis dans ces murs. Je suis restée là, abasourdie et silencieuse, tandis que ma parfaite petite sœur, Amandine, souriait en coin derrière nos parents. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Je n'allais pas discuter. Je n'allais pas pleurer. J'allais me préparer. J'ai toujours été la personne responsable. Si certains pourraient qualifier cela d'ennuyeux, j'appelle ça la stabilité. Après mes études supérieures, j'ai accepté un poste de graphiste dans une agence de marketing à Lyon. Ce n'était pas la carrière la plus glamour, mais cela payait les factures et me laissait une liberté de création. En 7 ans, je suis passé de graphiste junior à directrice de la création, en faisant de longues heures et en sacrifiant ma vie sociale pour construire quelque chose de significatif. Quand mes grands-parents sont décédés à quelques mois d'intervalle il y a 5 ans, notre famille a été dévastée. Ma grand-mère Dominique est partie la première, paisiblement dans son sommeil, et mon grand-père Henri l'a suivi 3 mois plus tard. Tout le monde a dit qu'il était mort de chagrin. Ils avaient été mariés pendant 56 ans. Leur maison à la Croix-Rousse, une belle maison de maître avec une véranda qui faisait le tour et des châtaigniers bordant l'allée, était dans notre famille depuis des générations. Le quartier s'était transformé au fil des ans, passant d'une classe moyenne à un secteur très prisé. Des maisons similaires dans leur rue se vendaient à plus d'1 million d'euros, mais pour moi, la valeur n'a jamais été une question d'argent. J'y ai passé tous mes étés d'enfant. Grand-mère Dominique m'a appris à pâtisser dans cette cuisine. Grand-père Henri m'a construit un coin lecture dans le beau window où je dévorais des livres les après-midi de pluie. Chaque recoin gardait des souvenirs. La marque sur le cadre de la porte qui suivait ma croissance année après année. La bosse dans le couloir où j'ai foncé avec mon vélo à 8 ans. Le jardin où j'ai appris le nom de chaque fleur et de chaque herbe. Après leur décès, il y a eu une confusion au sujet du testament. Leur notaire avait pris sa retraite et les documents semblaient incomplets. Mes parents, François et Diane Dubois, avaient initialement suggéré que ma sœur Amandine et moi hériterions toutes les deux de quelque chose, mais rien n'avait été formalisé. Comme j'étais la seule à ne pas avoir mon propre logement à l'époque, tout le monde a convenu que j'emménagerais pour entretenir la propriété. Amandine, de 2 ans ma cadette à 27 ans, avait toujours été l'enfant chéri. Belle, extravertie et charmante. Elle pouvait enjôler n'importe qui avec un sourire. Mes parents n'ont jamais essayé de cacher leurs préférences. Quand nous étions enfants, elle avait la plus grande chambre, des vêtements plus neufs et plus d'attention au récital et au match. J'ai appris très tôt à être autonome. Il y a 2 ans, Amandine a épousé Thierry Bernard, fils d'un riche promoteur immobilier. Leur mariage était extravagant, mes parents ayant dépensé près de 100 000 € pour la célébration. Ils ont offert aux jeunes mariés une voiture de luxe comme cadeau de mariage et ont aidé à l'apport pour leur appartement en ville. Pendant ce temps, j'ai investi toutes mes économies dans l'entretien et la modernisation de la maison de grand-mère et grand-père. J'ai remplacé le toit vieillissant, mis à jour le système électrique et rénové la cuisine tout en conservant son charme d'époque. Chaque décision était prise avec amour et respect pour la mémoire de mes grands-parents. J'ai tout documenté, en conservant méticuleusement les reçus et en prenant des photos avant et après. Non pas parce que je m'attendais à être remboursé, mais parce que je voulais honorer leur héritage correctement. Au fil des ans, mes parents venaient en visite, commentant parfois mes améliorations avec une appréciation désinvolte. La maison est jolie, disait mon père avant de changer de sujet pour parler de la dernière réussite d'Amandine. Ça ne m'a jamais dérangé. C'était mon sanctuaire, ma maison. J'ai remarqué des changements il y a environ 6 mois. Amandine et Thierry ont commencé à passer à l'improviste, parcourant les pièces d'un œil calculateur. Cet endroit a tellement de potentiel, disait Amandine en passant la main sur le manteau de la cheminée que j'avais soigneusement restauré. Tu pourrais en faire tellement plus. Quand j'ai interrogé mes parents sur la situation officielle de l'héritage, ils sont devenus évasifs. On s'en occupe, disait ma mère. Pas besoin de s'inquiéter des formalités en famille. J'aurais dû insister, mais je leur faisais confiance. Ce fut ma première erreur.
Avec le recul, j'aurais dû voir les signes. L'intérêt croissant d'Amandine pour la maison, les réponses vagues de mes parents sur la propriété, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce. Mais j'étais occupé par mon travail et, honnêtement, je n'aurais jamais imaginé que ma propre famille puisse me trahir si complètement. Les dîners du dimanche étaient devenus une sorte de tradition au cours de la dernière année. Je cuisinais, tout le monde complimentait la nourriture du bout des lèvres, puis la conversation tournait inévitablement vers la vie d'Amandine. Cela ne me dérangeait pas. J'aimais avoir ma famille autour de moi, même si je me sentais souvent comme une étrangère. Ce dimanche d'avril en particulier ne semblait pas différent au début. Le printemps était enfin arrivé à Lyon, et j'avais passé la matinée à travailler dans le jardin, plantant les mêmes variétés de tulipes et de jonquilles que grand-mère Dominique avait tant aimées. La maison était emplie de leur parfum mêlé à l'arôme du bœuf bourguignon, le plat préféré de mon grand-père. Mes parents sont arrivés les premiers, mon père apportant sa bouteille habituelle de cabernet que nous ne finirions qu'à moitié. Ma mère a immédiatement commencé à réarranger les fleurs que j'avais placées sur la table à manger. Elles sont magnifiques, Diane, ai-je dit, en utilisant son prénom, comme je le faisais souvent quand je me sentais sur la défensive. Elles seraient mieux avec plus de verdure, a-t-elle répondu sans lever les yeux. Amandine et Thierry sont arrivés avec 30 minutes de retard, comme d'habitude. Amandine est entrée comme une tornade, vêtue de vêtements de marque qui coûtaient probablement plus que mon remboursement de prêt mensuel. Thierry suivait, mal à l'aise d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Désolé, on est en retard, lança Amandine d'une voix chantante, sans paraître désolée du tout. La circulation était horrible. Le dîner a commencé assez normalement. Nous avons mangé, bavardé du temps qu'il faisait, et mon père s'est plaint de sa partie de golf. Puis, alors que je servais la tarte aux pommes que j'avais préparée selon la recette de ma grand-mère, Amandine s'est raclé la gorge de manière théâtrale. Thierry et moi avons une nouvelle à vous annoncer, a-t-elle déclaré en attrapant la main de son mari. Thierry a tressailli presque imperceptiblement avant de la prendre. Ma mère s'est penchée en avant avec impatience. « Tu es enceinte ?» Amandine a ri. « Non, rien de tel. En fait, nous avons quelques ajustements financiers. » Des ajustements, ai-je demandé, en servant une part de tarte à mon père. Le père de Thierry restructure l'entreprise familiale, a expliqué vaguement Amandine. Et les charges de notre copropriété augmentent de façon astronomique. Nous cherchons à réduire notre train de vie pendant un certain temps. Mon père a hoché la tête avec sympathie. Le marché immobilier est brutal en ce moment. Bon moment pour vendre, cependant. Un silence inconfortable s'est installé à table. J'ai remarqué que mes parents échangeaient des regards, une communication tacite passant entre eux. La tarte a soudain eu un goût de carton dans ma bouche. En fait, dit ma mère, posant sa fourchette avec un tintement qui sembla résonner dans le calme soudain. C'est quelque chose dont nous voulions discuter avec toi, Julie. Mon estomac s'est noué d'une terreur instinctive. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons pris une décision concernant la maison, dit mon père, sans vraiment croiser mon regard. Comme tu le sais, il n'y a jamais eu d'arrangement formel. Tu as 24 heures pour vider tes affaires, l'interrompit ma mère, sa voix tranchante et définitive. Cette maison appartient maintenant à ta sœur. Le monde sembla s'arrêter. Je l'ai regardée, certaine d'avoir mal entendu. Quoi ? Nous avons décidé de transférer la propriété de la maison à Amandine et Thierry, expliqua mon père, sur un ton faussement raisonnable. Ils en ont plus besoin que toi en ce moment. Besoin, ai-je répété, ma voix me paraissant lointaine. C'est ma maison. J'y vis depuis 5 ans. J'ai investi des milliers d'euros dans les rénovations. Elle ne t'a jamais officiellement appartenu, coupa ma mère. La maison appartenait à tes grands-parents, et sans testament clair, la propriété est revenue aux plus proches parents. C'est-à-dire nous, et nous prenons cette décision. J'ai regardé Amandine, qui ne pouvait pas tout à fait cacher son sourire triomphant. Thierry fixait son assiette, son malaise maintenant évident. Et tout ce que j'ai investi, ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable. Le toit seul a coûté 20 000 euros. Tu vivais ici sans payer de loyer, rejeta ma mère d'un geste de la main. Considérez cela comme ta compensation. Je me suis tourné vers mon père, espérant un peu de soutien, une reconnaissance de l'injustice. Papa. Il a soupiré lourdement. Julie, ta sœur fait aussi partie de la famille. Elle et Thierry traversent une mauvaise passe. Tu t'en sors bien dans ta carrière.
Tu peux te permettre un appartement. Nous avons déjà déposé les papiers, a ajouté ma mère. La décision est prise. Amandine et Thierry emménageront ce week-end. Je suis restée assise dans un silence stupéfait, incapable de traiter la trahison qui se déroulait devant moi. Amandine s'est penchée sur la table dans un élan de fausse sympathie. Je sais que ça semble soudain, Jus, mais tu t'en sortiras. Tu retombes toujours sur tes pieds. Sa voix dégoulinait de condescendance. On prendra bien soin de la maison. Je te le promets. Thierry a finalement pris la parole, la voix basse. Nous apprécions, Julie. Vraiment. J'ai regardé autour de la table ma famille, la certitude suffisante de ma mère, la reddition de mon père pour éviter le conflit, le triomphe mal dissimulé d'Amandine, le malaise de Thierry, et j'ai pris une décision à ce moment-là. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir supplier ou pleurer. Je n'exploserai pas de colère ou de douleur. Je serai stratégique. Je vois, ai-je dit, me levant simplement de table. Si vous voulez bien m'excuser, je suppose que j'ai des cartons à faire. C'est tout? Amandine avait l'air presque déçue de ma réaction calme. Tu ne vas pas te battre? Je l'ai regardé droit dans les yeux. À quoi bon? Vous avez clairement déjà gagné. Ma mère semblait également déconcertée par mon acceptation. Eh bien, c'est bien. Je suis contente que tu sois raisonnable pour une fois. Ils ne sont pas restés beaucoup plus longtemps. Mon père a marmonné des platitudes sur le fait de m'aider à trouver un nouvel endroit. Ma mère m'a rappelé de ne prendre aucun meuble ayant appartenu à mes grands-parents. Amandine a chuchoté à Thierry des plans de couleurs de peinture et de rénovation à portée de voix. Alors que je fermais la porte derrière eux, le poids de ce qui s'était passé m'a finalement frappé. J'ai glissé le long du mur et je me suis accordé exactement 5 minutes pour pleurer. Puis j'ai essuyé mes larmes, je me suis relevé et j'ai pris mon téléphone. Ce n'était pas fini. Loin de là. Dès que la voiture de ma famille a disparu au bout de l'allée, j'ai appelé ma meilleure amie Sophie. Contrairement à mes parents de sang, Sophie avait été mon roc à travers toutes les crises depuis l'université. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix joyeuse jusqu'à ce qu'elle entende la mienne. Ils ont fait quoi? S'est-elle exclamée après que je lui ai expliqué la situation. Est-ce qu'ils peuvent même faire ça légalement? Je ne sais pas, ai-je admis, arpentant le sol de la cuisine. Ils prétendent que comme il n'y avait pas de testament formel, la maison leur est revenue en tant que plus proches parents et qu'ils peuvent la donner à qui ils veulent. Ça me semble louche, a dit Sophie. Est-ce que tes grands-parents t'ont déjà dit quelque chose sur le fait d'hériter de la maison? J'ai fait une pause, me souvenant de conversations sur la balançoire du porche, la main de ma grand-mère tapotant la mienne. Ils ont toujours dit qu'ils voulaient que je l'aie un jour. Grand-mère parlait de moi élevant ma propre famille ici, mais je ne pense pas qu'il l'ait jamais mis par écrit. Du moins, pas que j'ai trouvé. Il te faut un avocat, a déclaré fermement Sophie. Ce n'est pas quelque chose que tu peux gérer avec une discussion familiale. Tes parents et ta sœur ont montré leur vrai visage. Un avocat? L'idée m'avait traversé l'esprit, mais le dire à voix haute le rendait réel. Cela signifierait combattre officiellement ma famille devant les tribunaux. Ils te combattent déjà, Jus, a souligné Sophie. Ils ne t'ont juste pas prévenu à l'avance. Mon cousin Michel est avocat spécialisé en succession. Laisse-moi l'appeler ce soir. Après avoir raccroché avec Sophie, je me suis assise au secrétaire ancien de ma grand-mère, essayant de penser clairement à travers le brouillard de la trahison. J'ai sorti mes dossiers de rénovation, parcourant les reçus et les contrats. En 5 ans, j'avais investi près de 150 000 € de mon propre argent dans cette maison. Sûrement, cela comptait pour quelque chose. J'ai aussi commencé à documenter tout ce dont je pouvais me souvenir des conversations avec mes grands-parents concernant l'héritage. L'été avant sa mort, grand-mère Dominique s'était promenée dans le jardin avec moi, me montrant les plantes et partageant leurs histoires. Tout cela sera à toi un jour, avait-elle dit. Tu as ma main verte. Mon téléphone a sonné à 21h30 ce soir-là. Sophie avait arrangé que son cousin, maître Michel Perrin, me parle immédiatement. Mademoiselle Dubois, Michel Perrin à l'appareil. Sophie m'a donné un bref aperçu de votre situation. Je suis désolé que vous traversiez cela. Sa voix était calme et professionnelle, exactement ce dont j'avais besoin. Merci de me parler si rapidement, ai-je dit. Je n'ai que 24 heures selon mes parents. Première chose, a dit Michel. Ne déménagez pas demain.
Peu importe ce que vos parents ont dit, une expulsion est une procédure légale qui prend du temps, surtout pour une résidente établie. Une faible lueur d'espoir s'est allumée. Donc ils ne peuvent pas simplement me mettre dehors? Absolument pas. Maintenant, parlons de la question de la propriété. Avez-vous une quelconque documentation sur la maison? J'ai expliqué l'histoire des papiers incomplets après le décès de mes grands-parents. Michel a posé plusieurs questions détaillées sur la durée de ma résidence, les accords verbaux qui avaient été conclus et les investissements que j'avais faits dans la propriété. C'est là que ça devient intéressant, a dit Michel après que j'ai fini. Si vos grands-parents sont décédés sans testament, oui, leurs biens passeraient généralement à leurs enfants, vos parents. Cependant, plusieurs facteurs compliquent cette situation. Il a expliqué que ma résidence continue dans la propriété, combinée à mes investissements substantiels dans les améliorations, pourrait établir ce que le droit pourrait protéger au titre d'une croyance légitime. En termes simples, il a clarifié, si vous avez fait ces investissements parce que vous croyez raisonnablement que la maison serait à vous, la loi pourrait vous protéger. De plus, si vos grands-parents avaient l'intention que vous ayez la maison, même sans documentation formelle, nous pourrions peut-être monter un dossier. Que dois-je faire, ai-je demandé, me sentant plus ancré à chaque instant. Premièrement, mettez en sécurité tous les documents importants et objets de valeur. Si votre famille est prête à faire ce coup, je ne serai pas surpris qu'ils entrent dans la maison quand vous n'êtes pas là. Deuxièmement, rassemblez toutes les preuves de vos investissements dans la propriété. Troisièmement, cherchez minutieusement toute indication écrite des souhaits de vos grands-parents. Après avoir terminé l'appel avec Michel, j'ai ressenti un nouveau sens du but. Au lieu de faire mes cartons pour partir, j'ai commencé à chercher dans la maison tout document qui pourrait aider ma cause. Dans le bureau de mon grand-père, j'ai trouvé des dossiers financiers, de vieilles déclarations d'impôts et de la correspondance avec des banques, mais rien sur les plans de succession. Vers minuit, épuisé mais déterminé, je me suis souvenu de quelque chose. Ma grand-mère gardait un coffre en cèdre au pied de son lit où elle rangeait les objets de famille et les souvenirs importants. Je l'avais déplacé dans la chambre d'amis après son décès, respectant son contenu mais l'ouvrant rarement. Le coffre était lourd, ses charnières grinçant lorsque j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des courtes pointes faites à la main par mon arrière-grand-mère, la robe de baptême de ma mère, de vieux albums photos. J'ai soulevé soigneusement chaque objet, cherchant en dessous. Tout au fond, j'ai trouvé une enveloppe scellée avec mon nom écrit dans l'écriture élégante de ma grand-mère. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de seulement 3 mois avant sa mort. Ma très chère Julie, commençait-elle. Si tu lis ceci, Henri et moi sommes partis. Il y a des choses que je veux que tu saches qui sont difficiles à dire en personne. Premièrement, cette maison a toujours été destinée à toi. Tu l'aimes comme nous, avec une profondeur que ta sœur et tes parents n'ont jamais comprise. Nous avons demandé à notre notaire, maître Gérard Simon, de mettre à jour notre testament pour refléter cela. La maison et tout son contenu devraient te revenir. Les larmes brouillaient ma vision alors que je continuais à lire. Ma grand-mère reconnaissait la dynamique familiale que j'avais vécue toute ma vie, le favoritisme montré à Amandine, la façon dont j'avais souvent été négligé. Tu méritais mieux, écrivait-elle. Cette maison est notre façon de réparer enfin quelque chose. La lettre mentionnait Gérard Simon, leur notaire, qui avait apparemment pris sa retraite peu de temps après le décès de mes grands-parents. Avait-il finalisé le testament mis à jour? Si oui, où était-il? Avec une énergie renouvelée, j'ai continué à chercher, trouvant finalement une carte de visite de Gérard Simon rangée dans le vieux carnet d'adresses de mon grand-père. Malgré l'heure tardive, j'ai envoyé un email expliquant ma situation et demandant s'il avait une documentation sur les souhaits de mes grands-parents. À l'aube, j'avais rassemblé une belle collection de preuves. La lettre de ma grand-mère, tous mes reçus de rénovation, des photos documentant mes améliorations, et même des cartes d'anniversaire de mes grands-parents avec des messages laissant entrevoir leurs intentions pour la maison. Quand mon téléphone a sonné à 7 heures du matin, je m'attendais à ce que ce soit ma mère exigeant de savoir pourquoi je ne faisais pas mes cartons. Au lieu de cela, c'était Gérard Simon. Julie, je viens de lire votre email. J'étais en voyage à l'étranger, c'est pourquoi je n'ai pas été impliqué après le décès de vos grands-parents, mais je dois vous dire quelque chose d'important. J'ai bien finalisé ce testament mis à jour. Votre grand-mère était très claire sur ses volontés. La maison devait vous revenir. Mon cœur a bondi. En avez-vous une copie? Oui, dans mes archives. Il me faudra un jour ou deux pour y accéder, mais je ferai aussi vite que possible.
En attendant, ne quittez pas cette maison. D'après ce que vous m'avez dit, vos parents n'ont aucun droit légal de transférer la propriété à votre sœur. En raccrochant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis que ma famille avait lâché sa bombe, l'espoir. Ce n'était pas fini. Loin de là. Le sommeil était impossible. Au lieu de cela, j'ai passé le reste de la matinée à organiser mes preuves, à numériser des documents et à me préparer à la confrontation que je savais imminente. Michel, l'avocat, m'avait conseillé de rester calme et d'éviter de porter des accusations tant que nous n'aurions pas le testament en main. Documentez tout, a-t-il insisté. S'il vous menace ou tente de vous expulser de force, appelez immédiatement la police. Vers 10 heures, mon téléphone a commencé à vibrer de SMS d'Amandine. Je vérifie juste quand tu seras parti aujourd'hui. Thierry veut prendre des mesures pour les nouveaux meubles. Je n'ai pas répondu. Allô, tu as vu mon message? On a besoin de savoir quand la maison sera à nouveau vide. Je l'ai ignoré. À 11h30, une voiture s'est garée dans l'allée. Par la fenêtre, j'ai regardé Amandine et Thierry sortir. Amandine sautillait pratiquement d'excitation. Thierry suivait avec un enthousiasme nettement moindre. La sonnette a retenti, suivie immédiatement de coups agressifs. J'ai pris une profonde inspiration, vérifié que mon téléphone enregistrait dans ma poche, et j'ai ouvert la porte. « Te voilà », s'est exclamée Amandine comme si nous avions rendez-vous. « Pourquoi ne répondais-tu pas à mes SMS ? Il faut qu'on commence. » Elle a essayé de me bousculer pour entrer dans la maison, mais je suis resté fermement dans l'embrasure de la porte. « Commencer quoi ? » ai-je demandé calmement. Amandine a levé les yeux au ciel de manière théâtrale. « À te faire déménager, évidemment. Maman a dit que tu étais d'accord hier soir. On a des entrepreneurs qui viennent cet après-midi pour discuter des rénovations. Je n'ai accepté rien du tout, ai-je dit. Et je ne déménage pas aujourd'hui. » Les traits parfaits d'Amandine se sont tordus de colère. « Comment ça, tu ne déménages pas ? Maman et papa ont dit. » Maman et papa n'ont pas le droit légal de te donner cette maison, les jeux interrompus. J'ai consulté un avocat. Thierry a grimacé, se déplaçant mal à l'aise. Amandine, peut-être qu'on devrait. Tais-toi, Thierry, a sèchement répondu Amandine. Julie, arrête de faire des difficultés. Ça va se faire, que ça te plaise ou non. Si tu n'es pas parti d'ici 17 heures, j'appelle la police pour violation de domicile. J'ai failli rire de l'absurdité. Ce n'est pas comme ça que la violation de domicile fonctionne quand j'habite ici, Amandine. En fait, ce serait toi qui serais en infraction si tu essayais d'entrer de force. Le visage d'Amandine est devenu rouge. C'est ridicule. Maman et papa ont dit que la maison est à nous maintenant. Ils n'ont pas l'autorité pour dire ça, ai-je expliqué, en gardant mon sang-froid malgré mon cœur qui battait la chamade. J'ai des raisons de croire que grand-mère et grand-père m'ont laissé la maison dans leur testament. Testament ? Quel testament ? Il n'y a pas de testament. C'est tout le problème. Leur notaire est en train de le localiser en ce moment même, ai-je dit. Jusqu'à ce que ce soit légalement résolu, je reste ici. Amandine s'est tournée vers Thierry, s'attendant apparemment à ce qu'il la soutienne ou intervienne physiquement. Au lieu de cela, il a fait un pas en arrière. Amandine, s'il y a peut-être un testament, on devrait attendre de voir, a-t-il dit calmement. On ne peut pas la forcer à partir. De quel côté es-tu, a sifflé Amandine. Je ne suis du côté de personne, a répondu Thierry, la voix tendue. Je ne veux juste rien faire d'illégal. Amandine lui a lancé un regard noir avant de se tourner à nouveau vers moi. Ce n'est pas fini. Maman et papa ne toléreront pas ça. Comme par hasard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Ta sœur vient de m'appeler en pleurs, a-t-elle commencé sans préambule. Qu'est-ce que tu crois faire, Julie ? Je protège ma maison, ai-je répondu simplement. Ce n'est pas ta maison, a-t-elle presque crié. Nous avons été plus que généreux de te laisser y rester toutes ces années. Maintenant, c'est au tour d'Amandine. Ce n'est pas comme ça que fonctionne un héritage, maman. Grand-mère et grand-père voulaient que j'aie cette maison. Leur notaire est en train de trouver le testament pour le prouver. Il y a eu un moment de silence, et je pouvais presque voir l'expression parfaitement contrôlée de ma mère vaciller. Quel notaire ? Gérard a pris sa retraite il y a des années. Il est toujours en vie, maman.
Et il se souvient très clairement des volontés de grand-mère et grand-père. Une autre pause. Julie, ne fais pas ça. Ne déchire pas la famille pour une maison. L'hypocrisie était stupéfiante. Ce n'est pas moi qui déchire quoi que ce soit. Toi et papa avez pris cette décision sans me consulter, sans tenir compte de mon attachement à cet endroit ou de l'argent que j'y ai investi. Vous m'avez donné 24 heures pour quitter ma maison de 5 ans. Et c'est moi qui cause des problèmes? Ta sœur a besoin. Ma sœur a toujours ce dont elle a besoin, les jeux interrompus. Toujours à mes dépens. Pas cette fois. Tu le regretteras, a dit ma mère, la voix froide. Si tu nous obliges à choisir entre toi et ta sœur, le résultat ne te plaira pas, vous l'avez choisi toute ma vie, ai-je répondu, surprise de mon calme. Cette fois, je me choisis moi-même. Après avoir raccroché, je me suis retourné vers Amandine et Thierry, qui avaient observé ma partie de la conversation avec des expressions très différentes, Amandine fulminante, Thierry de plus en plus mal à l'aise. Vous devriez partir, leur ai-je dit. Mon avocat contactera maman et papa. Tu ne peux pas juste, a commencé Amandine. Si, elle le peut, l'interrompit Thierry en prenant le bras d'Amandine. Allez, on y va. Ça doit être réglé légalement. Alors qu'il s'éloignait, Amandine se disputant visiblement avec Thierry dans la voiture, mon téléphone a commencé à s'illuminer de messages et d'appels de membres de la famille élargie. Apparemment, mes parents diffusaient déjà leur version des événements. Tante Lydie, comment peux-tu faire ça à ta sœur? Tes parents disent qu'elle a désespérément besoin d'un logement. Oncle Robert, tu as toujours été une enfant difficile. Donne simplement la maison à Amandine et arrête de créer des problèmes. Cousin Théo, je viens d'apprendre ce qui se passe. Pour ce que ça vaut, je pense que c'est dégueulasse ce qu'ils essaient de te faire. Reste forte. J'ai mis mon téléphone en silencieux, submergé par le drame familial qui se déroulait. Je m'étais attendu à de la résistance, mais la vitesse et la férocité de la réaction étaient tout de même choquantes. Cette maison n'était pas seulement un bâtiment pour moi. C'était mon sanctuaire, mon lien avec les seuls membres de la famille qui m'avaient vraiment apprécié. Et je n'y renoncerai pas sans me battre. Plus tard dans l'après-midi, Gérard Simon a rappelé. Julie, j'ai trouvé le testament. C'est exactement comme je m'en souvenais. La maison vous a été explicitement laissée. Je vous ai envoyé une copie numérisée par email et j'envoie l'original par coursier. Vos parents ont reçu une copie après le décès de vos grands-parents. Ils auraient donc dû être au courant de ces dispositions. La révélation que mes parents avaient toujours été au courant m'a traversé d'une vague de colère froide. Ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était une tromperie délibérée. Ils savaient depuis 5 ans que la maison m'appartenait légalement. Pourtant, ils avaient essayé de me la prendre sans un mot de reconnaissance. À la tombée du soir, je me suis assise sur la balançoire du porche où ma grand-mère avait passé tant de soirées d'été. Le poids de la trahison familiale était lourd, mais en dessous se trouvait une détermination d'acier. Pour une fois dans ma vie, je ne serai pas celle qui s'efface pour maintenir la paix. Cette fois, je tiendrai bon. Avec la confirmation de Gérard que le testament existait, j'ai enfin réussi à dormir quelques heures d'un sommeil agité. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin avec un sentiment de détermination renouvelé. En attendant que le coursier livre le testament original, j'ai décidé de faire quelque chose que je remettais à plus tard depuis des années, nettoyer à fond la cave. Mes grands-parents utilisaient principalement la cave pour le stockage, et j'avais laissé la plupart des choses intactes, déplaçant parfois des boîtes mais sans jamais vraiment les trier. Maintenant, avec la propriété de la maison en question, je voulais m'assurer de n'avoir manqué aucun autre document important. La cave était fraîche et légèrement humide, éclairée par de vieux néons qui bourdonnaient au-dessus de ma tête. Des boîtes en carton étaient empilées contre les murs, étiquetées de l'écriture précise de mon grand-père, décorations de Noël, papier de la Marine nationale d'Henri, recettes de Dominique, photos de famille 1960 à 1975. J'ai commencé par une malle poussiéreuse marquée papiers importants que j'avais étrangement négligés auparavant. À l'intérieur se trouvaient des relevés de taxes foncières, des polices d'assurance et des certificats de naissance. En dessous, j'ai trouvé une épaisse enveloppe Kraft étiquetée dernière volonté et testament, affaires immobilières. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait en effet une copie du testament que Gérard avait mentionné, daté de 8 mois avant le décès de ma grand-mère. Il y était clairement indiqué que la maison du 47 rue des Châtaigniers devait être laissée à moi, Julie Dubois, qui a montré le plus d'appréciation pour notre maison familiale et qui, nous le croyons,
honorera son héritage. Mais il y avait plus. Une lettre séparée adressée à mes parents expliquait leur décision en détail. François et Diane, lisait-on, nous savons que cela peut vous surprendre, mais nous avons décidé de laisser la maison à Julie. Nous avons observé au fil des ans comment vous avez favorisé Amandine de tant de manières. Bien que nous aimions nos deux petites filles également, nous pensons que cela équilibre quelque peu les choses. Julie n'a jamais reçu les mêmes avantages qu'Amandine, et nous croyons que c'est juste et équitable. La lettre continuait en reconnaissant que mes parents pourraient être déçus, mais en leur demandant de respecter la décision. S'il vous plaît, ne contestez pas cela et n'essayez pas de contourner nos volontés. Nous en avons longuement discuté, et cela reflète nos véritables intentions. Je me suis assise sur le sol poussiéreux de la cave, abasourdi. Mes grands-parents m'avaient non seulement laissé la maison, mais avaient explicitement abordé la dynamique familiale que j'avais vécue toute ma vie. Ils avaient vu le favoritisme, le déséquilibre, et avaient essayé à leur manière de le corriger. Et mes parents avaient totalement ignoré leurs souhaits. En continuant à chercher, j'ai trouvé une autre surprise, des dossiers financiers montrant que mes parents avaient reçu un héritage en espèces substantielles à la mort de mes grands-parents, de l'argent dont je n'avais jamais connu l'existence. Amandine, elle aussi, avait reçu un généreux fonds en fiducie. On m'avait donné la maison tandis qu'ils avaient reçu des actifs liquides. C'était une division équilibrée et réfléchie de la succession. Pourtant, ils avaient essayé de prendre ma part tout en gardant la leur. En traitant ces informations, j'ai trouvé une vieille boîte à chaussures contenant des lettres entre ma grand-mère et sa sœur. L'une a attiré mon attention, datée de quelques semaines seulement avant la mort de ma grand-mère. Je m'inquiète de ce qui arrivera quand nous ne serons plus là, avait écrit ma grand-mère. François a toujours si fortement favorisé Amandine. La petite ne peut rien faire de mal à ses yeux, tandis que la pauvre Julie cherche constamment une approbation qu'elle ne reçoit jamais pleinement. J'ai essayé d'en parler à Diane, mais elle se met sur la défensive. Henri et moi avons décidé de laisser la maison à Julie, mais je crains que François et Diane n'essaient d'interférer. J'ai fait promettre à Gérard de veiller à ce que nos volontés soient respectées. La douleur de cette confirmation était contrebalancée par la validation qu'elle apportait. Je n'avais pas imaginé le favoritisme. Il était assez réel pour que même mes grands-parents l'aient remarqué et en aient discuté. Alors que je remettais soigneusement ces documents dans leur boîte, mon téléphone a sonné. C'était Thierry, le mari d'Amandine. « Julie, on peut parler ?» Méfiante mais curieuse, j'ai accepté. « À propos de quoi ?» Il a hésité. « Pas au téléphone. »« Est-ce que je pourrais passer, seul ?» Amandine ne sait pas que je t'appelle. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Thierry est arrivé 30 minutes plus tard, l'air harassé et mal à l'aise. « Merci de me recevoir », a-t-il dit en le laissant entrer. Je devais te dire quelque chose et je ne savais pas à qui d'autre parler. Nous nous sommes assis dans le salon, la tension palpable. Thierry fixait ses mains, semblant rassembler son courage. La raison pour laquelle Amandine et moi avons besoin de cette maison, a-t-il finalement commencé. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas juste pour réduire notre train de vie ou des ajustements financiers. Qu'est-ce que c'est alors? J'ai des ennuis, Julie. Des dettes de jeu. Beaucoup. Il a levé les yeux, son regard vide de honte. J'ai perdu nos économies, contracté des prêts que je ne peux pas rembourser. L'appartement est hypothéqué jusqu'au cou. Nous sommes sous l'eau et les créanciers se rapprochent. J'étais abasourdi. Et la maison? Qu'est-ce que la maison de mes grands-parents a à voir avec ça? Le plan d'Amandine était de la vendre, a-t-il admis à voix basse. Les prix de l'immobilier dans ce quartier ont explosé. Un promoteur a déjà exprimé son intérêt pour la démolir et construire des appartements de luxe. Le terrain seul vaut une fortune. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Non seulement ils essayaient de me prendre ma maison, mais ils prévoyaient de la démolir, d'effacer toute trace de mes grands-parents et de l'héritage qu'ils avaient voulu préserver. Est-ce que ma mère est au courant de ce plan de vendre la maison? Thierry a hoché la tête misérablement. C'était en fait son idée. Elle a contacté le promoteur en premier, a obtenu l'offre préliminaire. Il planifie ça depuis des mois, attendant le bon moment pour t'approcher. Et mon père? Il sait, mais je ne pense pas qu'il soutienne entièrement. Amandine arrive généralement à lui faire accepter n'importe quoi, cependant. Les pièces du puzzle se mettaient en place. L'intérêt soudain pour la maison, l'urgence de me faire sortir,
le manque de préoccupation pour mon attachement à la propriété. Il ne s'était jamais agi de fournir un foyer à Amandine. Il s'agissait de liquider un actif pour résoudre les problèmes financiers de son mari. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, ai-je demandé. Thierry avait l'air sincèrement plein de remords. Parce que c'est mal. Tout ça. Le jeu, les mensonges, utiliser tes relations familiales pour me sortir du pétrin. J'essaie d'obtenir de l'aide, mais Amandine continue de me conforter, promettant des solutions faciles. Quand j'ai vu ton visage hier, que j'ai réalisé ce que cette maison signifie vraiment pour toi. Je ne pouvais plus en faire partie. Après le départ de Thierry, je suis restée assise dans un silence stupéfait, traitant tout ce que j'avais appris. La profondeur de la trahison était stupéfiante. Il ne s'agissait plus seulement de favoritisme familial. Il s'agissait de tromperie, de cupidité et du mépris insensible à la fois pour les souhaits de mes grands-parents et mon attachement émotionnel à la maison. Le coursier est arrivé en fin d'après-midi avec le testament original. Maintenant, armé de preuves irréfutables et consciente des véritables motivations derrière les actions de ma famille, j'ai pris une décision. Il était temps de les confronter directement. J'ai appelé mes parents et demandé une réunion ce soir-là. À ma surprise, ils ont accepté facilement, croyant peut-être qu'ils pouvaient encore me persuader de coopérer. À 19h, je me suis garé dans leur allée, dans la banlieue aisée d'Écully où j'avais grandi. La voiture d'Amandine était déjà là. Parfait. Je voulais que tout le monde soit présent pour cette conversation. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire pincé. Julie, entre. Je suis contente que tu aies décidé d'être raisonnable. Le salon était tendu. Mon père était assis dans son fauteuil préféré, l'air mal à l'aise. Amandine était perchée sur le canapé, son expression un mélange de triomphe et de lassitude. Thierry n'était nulle part en vue. Avant de commencer, ai-je dit en posant mon sac sur la table basse. Je veux être clair sur quelque chose. Je ne suis pas ici pour négocier. Je suis ici pour vous informer de ce qui va se passer ensuite. Écoute-moi bien, a commencé mon père. Mais j'ai levé la main. Non, papa. Pour une fois, c'est toi qui vas m'écouter. J'ai sorti le testament original et je l'ai posé sur la table. C'est le testament de grand-mère et grand-père. Ils me laissent explicitement la maison. Ils vous ont aussi laissé à vous deux un héritage en espèces substantielles et à Amandine un fonds en fiducie. Tout ce que vous avez accepté tout en essayant de prendre ma part également. Le visage de ma mère a pâli. Amandine avait l'air confuse. Quel fonds en fiducie? Quel héritage en espèces? J'ai regardé mes parents. Vous ne lui avez pas parlé des 100 000 € que chacun de vous a reçus? De son fonds de 50 000 € qui est devenu disponible quand elle a eu 25 ans. La tête d'Amandine a pivoté vers nos parents. C'est vrai? Mon père s'est éclairci la gorge. Nous allions te le dire. Nous l'avons investi pour toi. Pour ton avenir. Mon avenir, a répété Amandine. Comme renflouer les dettes de jeu de Thierry en vendant la maison de jus? Le choc sur les visages de mes parents a confirmé qu'Amandine leur avait caché la dépendance de Thierry, même en conspirant pour utiliser la maison afin de résoudre le problème. Des dettes de jeu, a fait écho ma mère. De quoi parles-tu? Et juste comme ça, la façade soigneusement construite s'est effondrée. Amandine a fondu en larmes, avouant que Thierry avait perdu plus de 300 000 € en jouant en ligne. Il faisait face à la faillite, peut-être pire, si certains usuriers venaient réclamer leur dû. La maison avait été leur plan d'évasion, une solution d'argent rapide pour tout faire disparaître. Mes parents étaient abasourdis, la vie parfaite de leur fille parfaite révélée comme une illusion soigneusement entretenue. Donc, aucun de vous ne voulait vraiment la maison pour des raisons sentimentales, ai-je dit calmement. Vous alliez la vendre à un promoteur qui prévoyait de la démolir. La maison que nos grands-parents aimaient, où ils ont élevé leur famille, où ils voulaient que j'élève la mienne un jour. Vous alliez la détruire sans un second regard. C'est juste une maison, Julie, a finalement dit ma mère, mais sa voix manquait de conviction. Non, ce n'est pas le cas. Et grand-mère et grand-père le savaient. Ils savaient que j'étais la seule à vraiment l'apprécier pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle pouvait valoir. C'est pourquoi ils me l'ont laissée. Je me suis levé, rassemblant mes documents. Je porterai ce testament à mon avocat demain. Toute tentative de transférer la propriété à Amandine est frauduleuse et sera traitée comme telle. Je vous suggère à tous de prendre vos propres conseils juridiques. Mon père a finalement pris la parole.
Julie, attends. On peut arranger ça en famille. Peut-être que tu pourrais vendre la maison et partager les bénéfices avec ta sœur. L'aider à sortir de ce pétrin. L'ironie était à couper le souffle. Après une vie à me demander de céder pour le bénéfice d'Amandine, il s'attendait encore à ce que je sacrifie mon héritage pour résoudre ses problèmes. Non, ai-je dit simplement. Je ne vendrai pas la maison et je ne serai plus manipulé par aucun de vous. Grand-mère et grand-père voulaient que je l'aie et j'ai l'intention d'honorer leur volonté. Alors que je sortais, Amandine m'a appelé, la voix brisée. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je me suis retourné une dernière fois. La même chose que j'ai dû faire toute ma vie, Amandine. Te débrouiller toute seule. Les jours qui ont suivi la confrontation se sont déroulés dans un brouillard de consultation juridique et de traitement émotionnel. Maître Michel Perrin, devenu officiellement mon avocat, a déposé les documents nécessaires pour établir formellement ma propriété de la maison sur la base du testament. Il a également envoyé des mises en demeure à mes parents, les avertissant de ne plus tenter de transférer la propriété. Ils n'ont aucune base légale, m'a-t-il assuré lors de notre rencontre. Le testament est clair et correctement exécuté. Les intentions de vos grands-parents sont bien documentées. Même sans le testament, votre cas pour la prescription acquisitive serait solide compte tenu de la durée de votre résidence et des améliorations que vous avez apportées. Je m'attendais à ce que mes parents contre-attaquent immédiatement, peut-être en engageant leur propre avocat pour contester le testament. Au lieu de cela, il y a eu le silence. Pas d'appel, pas de SMS, pas de visite surprise. Le réseau familial, habituellement bourdonnant de drames, est devenu curieusement silencieux. Une semaine après notre confrontation, j'ai reçu un visiteur inattendu. Thierry se tenait sur mon porche, l'air encore plus hagard qu'avant. Amandine est partie, a-t-il dit sans préambule quand j'ai ouvert la porte. Elle a fait une valise et est allée chez tes parents. Elle a dit qu'elle avait besoin de tout réévaluer. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais malgré tout. Ça doit être difficile. Il a haussé les épaules. C'est pour le mieux. Je me suis inscrit à un programme pour la dépendance au jeu. J'ai commencé à chercher un deuxième emploi pour commencer à rembourser les dettes. Ça va prendre des années, mais... Il s'est interrompu, puis m'a regardé dans les yeux. Je voulais m'excuser correctement pour tout, pour avoir failli te prendre ta maison, pour avoir fait partie de leur plan. Sa sincérité semblait authentique. Merci de m'avoir dit la vérité, ai-je dit. Ça a fait une différence. Après le départ de Thierry, je me suis interrogé sur Amandine. Malgré tout, elle était toujours ma sœur. Nous avions partagé une enfance, aussi inégale que fussent nos positions au sein de celle-ci. Je me suis surprise à espérer qu'elle trouverait son chemin à travers cette crise, même si je maintenais mes limites. 2 semaines plus tard, la première audience au tribunal a été programmée. Mes parents ont finalement rompu leur silence, appelant la veille au soir. Jus, s'il te plaît, reconsidère cette voie légale, a plaidé mon père. Nous sommes une famille. Nous ne devrions pas régler nos différends au tribunal. Vous ne m'avez pas laissé le choix, lui ai-je rappelé. Vous avez essayé de me prendre ma maison sans discussion ni avertissement. Nous avons fait une erreur, a-t-il admis, me surprenant. Nous aurions dû te parler d'abord. Trouver une autre solution. Oui, vous auriez dû. Il y a eu une pause, puis, ta mère ne le dirait jamais, mais elle est dévastée par ce qui se passe. La famille qui se déchire comme ça. J'ai fermé les yeux, luttant contre la réponse de culpabilité automatique que j'avais été conditionné à ressentir chaque fois que l'harmonie familiale était perturbée. Je n'ai pas déchiré la famille, papa. Toi et maman l'avez fait quand vous avez décidé que les besoins d'Amandine primaient encore une fois sur mes droits. Le palais de justice était imposant, ses marches en pierre menant à de lourdes portes en bois qui semblaient résonner du poids d'innombrables conflits familiaux réglés entre ces murs. Michel m'a retrouvé à l'extérieur, projetant une assurance confiante. Souvenez-vous, la loi est de notre côté, m'a-t-il rappelé. Restez calme, ne répondez qu'à ce qui est demandé et laissez-moi gérer le reste. À ma surprise, toute ma famille était présente dans la salle d'audience. Mes parents étaient assis raidement au premier rang, la posture parfaite de ma mère ne trahissant aucune émotion. Amandine était assise à côté d'eux, l'air plus petite, en quelque sorte, sans son aura de confiance habituelle. Thierry était assis à l'écart, hochant légèrement la tête lorsque nos regards se sont croisés.
La procédure a commencé avec le juge examinant les documents que les deux parties avaient soumis. L'avocat de mes parents a soutenu qu'en tant que descendants directs de mes grands-parents, ils avaient le droit de déterminer la disposition de la propriété. Michel a contré avec le testament, soulignant les intentions claires de mes grands-parents et mes années de résidence et d'investissement dans la propriété. Lorsque le juge a posé des questions sur la tentative de transfert de la maison à Amandine, l'avocat de mes parents a semblé mal à l'aise. Mes clients croient qu'ils agissaient dans leur droit, votre honneur. Ils reconnaissent maintenant qu'ils auraient dû suivre un processus plus transparent. Le juge a haussé un sourcil. Un processus transparent? Monsieur et Madame Dubois, vous étiez au courant de ce testament lorsque vous avez tenté de transférer la propriété à votre fille cadette, n'est-ce pas? Ma mère a pris la parole. Nous pensions que le testament n'avait jamais été correctement finalisé, votre honneur. Pourtant, vous ne l'avez jamais contesté en ce qui concerne les legs financiers que vous et votre fille cadette avez reçus, a noté le juge. Seulement l'immobilier laissé à votre fille aînée. Ma mère n'a eu aucune réponse à cela. Alors que l'audience se poursuivait, Thierry a été appelé à témoigner sur le plan de vendre la maison. Il a parlé honnêtement de sa dépendance au jeu, des problèmes financiers et du stratagème pour les résoudre en liquidant mon héritage. Son témoignage a visiblement choqué le juge et a semblé profondément embarrasser mes parents. Amandine a été appelée ensuite. À la surprise de tout le monde, en particulier la mienne, elle n'a pas défendu le plan. C'était mal, a-t-elle admis, sa voix petite dans la grande salle d'audience. J'étais désespéré et égoïste. Julie a toujours aimé cette maison d'une manière qu'aucun de nous n'a jamais fait. Nos grands-parents le savaient. Ils ont eu raison de la lui laisser. Son honnêteté inattendue a changé quelque chose dans l'atmosphère de la salle d'audience. Lorsque le juge a suspendu la séance pour examiner toutes les preuves avant de rendre une décision, mon père m'a approché dans le couloir. Julie, pourrions-nous parler? Juste un instant. Michel m'a lancé un regard interrogateur. J'ai hoché la tête pour dire que c'était d'accord. Je vais être honnête, a dit mon père quand nous nous sommes écartés. Ta mère croit toujours que nous aurions pu arranger ça au sein de la famille. Mais je vois maintenant à quel point nous avions tort. La maison est à toi, légalement et moralement. Nous ne contesterons plus cela. Merci, ai-je dit, surprise par sa concession. Mais je te demande de considérer autre chose. Ta sœur a des ennuis. De vrais ennuis. Les dettes de Thierry sont pires que ce que nous pensions au départ, et il y a des gens dangereux impliqués. Elle a peur, Julie. Nous avons tous peur. Le vieux schéma a refait surface, l'attente que j'intervienne pour régler les problèmes d'Amandine. Qu'est-ce que tu me demandes exactement, papa? De vendre ma maison pour renflouer les dettes de jeu de Thierry? Il a eu la grâce d'avoir l'air honteux. Pas la vendre, mais peut-être prendre un prêt sur la valeur nette de la maison, juste assez pour que ses usuriers les laissent tranquilles. Nous contribuerions aussi, bien sûr. J'ai réfléchi à sa demande. D'un côté, c'était le même vieux schéma. De l'autre, Amandine venait d'admettre publiquement qu'elle avait eu tort. Et malgré tout, je ne voulais pas qu'elle soit en danger. J'y réfléchirai, ai-je finalement dit. Mais pas seul. Si je décide d'aider, ce sera sous des conditions spécifiques. Amandine et Thierry devront suivre un conseil financier approprié. Thierry devra rester dans son programme de désintoxication, et ils devront tous les deux comprendre que c'est une intervention unique, pas un système de soutien financier à durée indéterminée. Mon père a semblé soulagé. C'est juste. Plus que juste, compte tenu de tout. Lorsque le tribunal a repris, le juge a statué de manière décisive en ma faveur. Le testament était valide. La maison était légalement mienne. Et toute tentative de la transférer avait été invalide. Mes parents ont été condamnés à se rétracter publiquement et à couvrir mes frais de justice. En sortant du palais de justice, Amandine s'est approchée de moi avec hésitation. Je suis désolé, Julie. Vraiment. Je me suis laissé emporter en essayant de tout arranger pour Thierry et je n'ai pas pensé à ce que la maison signifiait pour toi. C'est plus que juste la maison, Amandine, ai-je dit calmement. C'est le schéma de toute une vie. Moi qui renonce à ce que je veux ou à ce dont j'ai besoin pour que tu puisses avoir ce que tu veux. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je sais. J'y ai beaucoup pensé ces derniers temps. À quel point les choses ont toujours été différentes pour nous. Je ne l'avais jamais vu avant parce que, eh bien, pourquoi l'aurais-je vu? Ça me profitait.
Sa prise de conscience était quelque chose de nouveau, peut-être le premier résultat positif de cette situation douloureuse. Papa m'a dit que tu serais peut-être prête à aider avec la situation de la dette, a-t-elle poursuivi. Je veux que tu saches que je ne m'attends pas à ça. Je cherche un travail, un vrai. Thierry fait 2 services maintenant. Nous essayons de régler ça nous-mêmes. Son indépendance, elle aussi, était sans précédent. Pour la première fois de notre vie d'adulte, j'avais l'impression de voir ma sœur comme une personne, pas seulement comme une concurrente pour les ressources et l'approbation familiale. Parlons-en la semaine prochaine, ai-je suggéré. Pas d'argent, juste parler. Peut-être prendre un café. Elle a souri, un sourire sincère sans le calcul que j'avais l'habitude de voir. J'aimerais beaucoup ça. En rentrant chez moi, à la maison de mes grands-parents, ma maison, j'ai ressenti un sentiment de paix inhabituel. La bataille avait été douloureuse, exposant des dynamiques familiales qui fonctionnaient sans contestation depuis des décennies. Mais dans cette exposition se trouvait la possibilité de quelque chose de nouveau. Des relations basées sur le respect plutôt que sur l'obligation, des limites plutôt que sur l'exploitation, la vérité plutôt que des illusions confortables. Je me suis garé dans l'allée, levant les yeux vers la maison qui était devenue mon sanctuaire. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, je savais avec certitude qu'elle était vraiment mienne. Pas seulement légalement, mais moralement. Mes grands-parents m'avaient vu, m'avaient apprécié, avaient voulu me faire ce cadeau. Et maintenant, contre toute attente, je m'étais battu pour protéger leur héritage. 6 mois ont passé, chaque jour étant une étape dans le voyage de la guérison et de la reconstruction, tant pour la maison que pour mes relations familiales fracturées. La bataille juridique avait laissé des cicatrices émotionnelles, mais comme la restauration soignée du jardin de ma grand-mère après un hiver rigoureux, une nouvelle croissance émergeait progressivement. Les premières semaines après la décision du tribunal ont été les plus difficiles. Je me réveillais, parfois le cœur battant, convaincu que j'allais à nouveau perdre ma maison. Le sentiment de trahison persistait, colorant mes interactions avec les membres de ma famille et me rendant hésitante à faire confiance même aux relations occasionnelles. Le traumatisme, j'apprenais, laisse des marques invisibles qui mettent du temps à s'estomper. Sophie m'a suggéré d'essayer la thérapie et, pour une fois, j'ai suivi le conseil de quelqu'un d'autre sans résistance. Le docteur Jennifer Pasquier était spécialisée dans les traumatismes familiaux et la trahison, et nos séances hebdomadaires sont devenues des ancres dans la tempête qui a suivi. Ce que vous vivez est une forme de deuil, m'a expliqué le docteur Pasquier lors d'une séance. Non seulement pour la relation que vous pensiez avoir avec vos parents et votre sœur, mais aussi pour l'enfance que vous méritiez mais que vous n'avez pas reçue. Ces mots ont débloqué quelque chose en moi. J'avais passé des décennies à minimiser l'impact d'être toujours la seconde, me convainquant que cela n'avait pas d'importance. Maintenant, je m'autorisais à reconnaître la douleur, à sentir le poids accumulé de 1000 petits rejets et licenciements. Pendant ce temps, la dynamique familiale changeait de manière inattendue. Fidèle à sa parole, Amandine avait trouvé un emploi d'assistante administrative dans une agence de marketing locale, commençant tout en bas malgré son diplôme de commerce. Thierry travaillait de jour sur un chantier de construction et de nuit dans une supérette, réduisant lentement leur montagne de dettes. J'avais décidé d'aider, mais à mes conditions. Au lieu d'argent, j'ai proposé de payer pour un conseiller financier et le programme de traitement de la dépendance de Thierry. J'ai également créé un petit fonds d'urgence pour eux, accessible uniquement avec les signatures d'Amandine et de leurs conseillers financiers. Les conditions étaient strictes mais justes, transparence totale sur leurs finances, pas de nouvelles dettes et des bilans réguliers avec moi sur leur progrès. La réaction de mes parents au nouvel ordre familial était mitigée. Ma mère maintenait une distance froide, incapable ou refusant de reconnaître les problèmes plus profonds qui avaient été exposés. Mon père, de manière surprenante, faisait des efforts hésitants pour se connecter. Il appelait de temps en temps, les conversations étaient maladroites mais sincères, demandant des nouvelles de mon travail ou des rénovations de la maison sans mentionner Amandine. Un mardi soir à la fin de l'automne, il est passé à l'improviste. Je l'ai fait entrer, le regardant observer les changements que j'avais apportés au salon, restaurant le parquet d'origine et installant des bibliothèques intégrées similaires à celles que mon grand-père avait décrites de sa maison d'enfance. « C'est beau », a-t-il dit, la voix rauque d'émotion. « Ils auraient approuvé. » « Merci », ai-je répondu, attendant l'inévitable comparaison avec ce qu'Amandine aurait pu faire différemment. Elle n'est pas venue. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il poursuivi, acceptant le café que je lui offrais, à la façon dont les choses se passaient quand vous étiez petite. Comment ta mère et moi, comment moi en particulier,
j'ai favorisé Amandine. Je suis resté très immobile, osant à peine respirer. En 30 ans, il n'avait jamais reconnu cette réalité. Ce n'était pas juste pour toi, a-t-il dit simplement. Et je suis désolé. Les mots que j'avais tant désiré entendre pendant des décennies flottaient dans l'air entre nous. Ils ne pouvaient pas effacer le passé, mais ils créaient une petite ouverture vers un avenir différent. Pourquoi l'as-tu fait? Ai-je finalement demandé. La favoriser, je veux dire. Il a soupiré lourdement. Elle me rappelait ma petite sœur, Julie. Celle dont tu portes le nom, qui est morte quand nous étions enfants. Les mêmes manières, la même façon d'enjôler tout le monde. Je crois que j'essayais de la protéger comme je n'ai pas pu protéger ma sœur. Ce n'était pas conscient, mais ça ne le rend pas moins mauvais. La révélation a jeté une nouvelle lumière sur une dynamique familiale que je n'avais jamais entièrement comprise. Pas une excuse, mais au moins une explication. Alors que l'hiver s'installait sur Lyon, j'ai pris une décision concernant la maison qui se formait dans mon esprit depuis la fin du procès. La maison de 4 chambres était plus grande que ce dont j'avais besoin, et son entretien était coûteux. Mais la vendre était impensable, non seulement à cause des volontés de mes grands-parents, mais parce qu'elle était devenue un symbole de ma propre valeur, de ma volonté de me battre pour ce qui m'appartenait de droit. Au lieu de cela, j'ai décidé d'honorer l'esprit créatif de ma grand-mère en transformant une partie de la maison en un studio d'art communautaire. Dominique était une peintre amatrice dont les paysages capturaient l'âme de la région avec une beauté simple et honnête. La salle à manger formelle que nous utilisions rarement est devenue un espace de travail lumineux avec des chevalets et des rangements pour le matériel. La véranda adjacente a été transformée en galerie pour les artistes locaux. L'atelier de Dominique a ouvert en janvier, offrant des cours abordables et un espace d'exposition aux artistes qui ne pouvaient pas accéder aux galeries plus exclusives de Lyon. La première exposition présentait les peintures de ma grand-mère aux côtés d'œuvres d'étudiants en arts locaux, créant un pont entre les générations, tout comme la maison elle-même faisait le pont entre mon passé et mon avenir. Le vernissage du studio a été la première fois que toute ma famille s'est réunie depuis l'audience au tribunal. Ma mère est venue avec une réticence évidente, mon père avec un soutien prudent. Amandine et Thierry sont arrivés avec une plante en pot et des félicitations sincères. Divers oncles, tantes et cousins qui avaient pris parti pendant le conflit se sont mêlés maladroitement, leur curiosité pour le studio l'emportant sur les tensions persistantes. En faisant visiter l'espace transformé, expliquant la vision et l'hommage à ma grand-mère, j'ai remarqué quelque chose changer dans l'expression rigide de ma mère. Elle s'est attardée devant l'une des peintures de Dominique, une vue du jardin arrière en pleine floraison estivale. Elle capturait la lumière parfaitement, a dit ma mère à voix basse quand elle a réalisé que je la regardais. J'ai toujours admiré ça dans son travail. C'était le premier commentaire personnel positif qu'elle avait fait en ma présence depuis le début du conflit sur l'héritage. Une minuscule branche d'olivier, peut-être, ou simplement une observation. Quoi qu'il en soit, je l'ai accepté avec un hochement de tête. Le studio est devenu mon espace de guérison, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Enseigner des cours de peinture pour débutants m'a forcé à sortir de ma zone de confort, me connectant avec des gens qui ne connaissaient rien de mon drame familial et qui m'appréciaient simplement pour ce que je pouvais leur offrir. Les progrès de chaque élève sont devenus une métaphore de mes propres débuts maladroits, de mes revers frustrants, de mes percées inattendues et, finalement, de la satisfaction de créer quelque chose de significatif. Le printemps est arrivé, apportant avec lui la demande timide d'Amandine de se retrouver pour un café. Nous avons choisi un lieu neutre, un café à égale distance de nos maisons. Elle est arrivée seule, sans les accessoires de marque et le maquillage parfait qui avait autrefois été son armure. Thierry et moi nous séparons, a-t-elle annoncé après que nos boissons soient arrivées. C'est à l'amiable, étonnamment. Nous avons tous les deux réalisé que la relation était construite sur des bases fragiles. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Elle a haussé les épaules. Ne le sois pas. C'est la décision la plus saine que j'ai prise depuis des années. Il poursuit sa cure. Je me concentre sur la construction de ma carrière à partir de zéro. Nous sommes meilleurs en tant qu'amis qui soutiennent la croissance de l'autre qu'en tant que partenaires qui encouragent les pires penchants de l'autre. C'est vraiment perspicace, Amandine. Elle a souri avec ironie. La thérapie aide. Une autre chose pour laquelle je devrais te remercier de m'avoir poussé. En parlant, j'ai réalisé que le conflit sur la maison, aussi douloureux qu'il ait été, avait forcé Amandine à affronter des réalités qu'elle avait évitées, son mariage malsain, son irresponsabilité financière, son rôle dans notre système familial dysfonctionnel.
L'enfant chéri avait été piégé dans une cage dorée d'attente et de privilèges, ses avantages apparents limitant finalement sa croissance. J'ai réfléchi à ce que grand-mère et grand-père ont fait, a-t-elle dit alors que nous nous préparions à partir. En te laissant la maison, je veux dire. Ça me semblait si injuste à l'époque, mais maintenant je comprends. Ils ont vu ce que maman et papa ne pouvaient ou ne voulaient pas voir. Que tu avais besoin que quelqu'un soit dans ton camp pour une fois. Sa compréhension, venant des mois après la fin de la bataille, ressemblait à la véritable victoire. Un an jour pour jour après l'ultimatum choquant de ma mère, Amandine est venue visiter le studio. C'était la première fois qu'elle était dans la maison depuis ce dîner fatidique du dimanche, et j'ai observé attentivement son visage alors qu'elle entrait. La maison avait changé, tout comme nous. Les espaces formels qui avaient intimidé les visiteurs étaient maintenant chaleureux et accueillants. Le studio bourdonnait d'énergie créative. Des œuvres d'enfants étaient exposées aux côtés de pièces professionnelles. Dans le jardin arrière, le jardin de ma grand-mère s'épanouissait sous mes soins, avec de nouvelles variétés rejoignant ses classiques bien-aimés. Amandine a traversé lentement, observant tout. Tu l'as rendue plus belle qu'elle ne l'a jamais été, a-t-elle finalement dit. Grand-mère aurait adoré ça. Merci, ai-je répondu, vraiment touché. Alors que nous étions assises sur la balançoire du porche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes qui aurait inspiré ma grand-mère à prendre ses pinceaux, Amandine s'est tournée vers moi. Tu sais ce que je réalise maintenant? Cette maison n'a jamais été juste une question de valeur immobilière ou d'un endroit où vivre. C'était une question d'héritage, d'amour et d'être vue pour qui tu es vraiment. Elle a fait une pause, réfléchissant soigneusement à ses prochains mots. Je suis contente que tu te sois battue pour elle, Julie. Je suis contente que tu ne nous aies pas laissé te la prendre. Ces mots ont cristallisé le parcours de l'année écoulée, le processus douloureux mais nécessaire de rester ferme dans ma propre valeur. La maison était devenue plus qu'un foyer. C'était un symbole de mon refus d'être diminué, d'être sacrifié sur l'autel d'une dynamique familiale qui m'avait toujours placé en second. La plus grande leçon n'était pas sur les droits de propriété ou les batailles juridiques. C'était sur le courage de briser les schémas générationnels, de dire non quand dire oui aurait perpétué le mal. C'était sur la création de limites qui protégeaient sans isoler, qui permettaient la réconciliation sans inviter à de nouveaux abus. Les relations familiales guérissaient lentement, non pas en revenant aux anciens schémas, mais en établissant de nouveaux basés sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Mes parents apprenaient, avec plus ou moins de succès, à me considérer comme une adulte avec des besoins et des limites légitimes plutôt que comme la fille accommodante qu'ils avaient tenue pour acquise. Amandine découvrait qui elle pouvait être en dehors du rôle de l'enfant chéri, trouvant la force et la responsabilité plutôt que le privilège. Et j'apprenais, peut-être la leçon la plus importante, que se défendre n'est pas égoïste. Que prendre sa place dans sa propre vie n'est pas mal. Que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de briser le cycle de l'inégalité qui maintient tout le monde piégé dans des rôles destructeurs. La maison est à toi, a dit Amandine alors que la soirée touchait à sa fin. Elle aurait toujours dû l'être. Mais j'espère que je pourrai encore venir en visite parfois. Tu es toujours la bienvenue, lui ai-je dit, en le pensant, sur un pied d'égalité. Sur un pied d'égalité. C'était l'expression clé qui résumait tout ce pourquoi je m'étais battu. Pas un avantage, pas une vengeance, simplement l'égalité. Le droit d'être apprécié, d'être considéré, d'être traité avec le même respect automatiquement accordé aux autres. En regardant Amandine s'éloigner en voiture, j'ai senti un sentiment de paix s'installer en moi. La maison se tenait solide derrière moi, non plus menacée, mais désormais une fondation pour construire un nouveau type de relation familiale, une pièce à la fois.